Bonjour à toutes et à tous une deuxième fois. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de Roman d'énergie. Vous savez, il y en a un par mois de ces webinaires. De temps en temps, ils concernent les entreprises, de temps en temps, ils concernent les particuliers, de temps en temps, ils concernent un petit peu les deux. C'est un petit peu le cas de celui d'aujourd'hui qu'on a appelé Comment se rassembler entre voisins pour profiter d'une même installation solaire. Alors évidemment, on pensait avant tout aux particuliers, mais effectivement, dans le voisinage, et pourquoi pas, de temps en temps, il peut y avoir une entreprise. Notre webinaire s'inscrit dans le contexte de hausse des prix et de risque de pénurie, comme nos derniers webinaires jusqu'à maintenant. Le contexte est toujours là, il est toujours réel. La situation actuelle, finalement, on est en train de se demander si ça pourrait pas être un moment charnière, une occasion de repenser notre consommation. Il va falloir consommer moins, il va falloir consommer mieux, et il va falloir aussi probablement à l'avenir autoconsommer. Alors autoconsommer, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et comment on fait pour autoconsommer quand on est, par exemple, locataire et qu'on n'a pas accès à des panneaux solaires? Comment on fait pour autoconsommer quand on a une surface de toit qui n'est pas immense ou quand on a une surface de toit qui est euh, finalement mal orientée? Comment autoconsommer quand on n'a pas forcément les moyens à disposition pour faire l'investissement? Euh, Est-ce qu'il existe tout simplement des moyens pour se rassembler entre voisins pour autoconsommer? Alors, un petit spoiler, je ne vais pas faire durer le suspense. Oui, s'il n'y avait pas de moyens, on n'aurait pas fait de webinaire pour vous en parler. Et on va découvrir ces moyens ensemble aujourd'hui avec deux spécialistes qui sont avec nous, deux spécialistes romans d'énergie. On a d'un côté Caroline Schweighofer et de l'autre Céline Ries, qui sont product managers en charge de ces questions de regroupement chez Romans d'énergie. Je vais leur laisser la parole pendant une demi-heure environ, 15-20 minutes par présentation. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions dans le chat. Le chat est ouvert. On va prendre quelques-unes de vos questions en fin de webinaire s'il y a des besoins d'explication, s'il y a des cas on va espérer des cas les plus généralistes possibles. Les cas particuliers, c'est toujours très difficile à traiter, mais vous pouvez quand même poser les questions. Et puis, on répondra à toutes les questions qu'on n'a pas pu prendre en live ou qui sont peut-être trop techniques ou qui demandent une réponse vraiment longue ou précise. On y répondra par écrit. Et puis, dès ce soir, comme je le disais tout à l'heure, dès ce soir, vous aurez accès au replay de ce webinaire. J'espère que les derniers retardataires ont pu arriver. J'ai suffisamment fait traîner maintenant. Je vais laisser la parole, en tout cas, à Céline Ries qui va commencer donc à nous parler un petit peu de RCP, de communauté d'autoconsommateurs et d'autres termes qui peuvent paraître un petit peu compliqués de prime abord. Alors bonjour et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par traiter de la question de l'autoconsommation. Donc, qu'est-ce que l'autoconsommation? On parle d'autoconsommation lorsque on peut directement, donc un consommateur va pouvoir directement consommer l'énergie sur son lieu de production. Sur la slide, vous pouvez voir un schéma avec une villa qui porte des panneaux solaires. Et donc, l'idée, c'est de produire en fait en toiture de l'énergie directement sur place. Et puis, elle est consommée directement par les consommateurs qui vivent au sein du bâtiment. Donc là, on a le cas pour un consommateur qui est tout seul. Et puis, bien évidemment, comme le titre ce webinaire, c'est possible de le faire collectivement. Et pour ce faire, ça va être le même principe. On va généralement avoir une source de production d'énergie en toiture, donc une installation solaire. On peut aussi en avoir plusieurs. Et puis ensuite, on aura des consommateurs qui vont être reliés sur cette source de production solaire. Et puis, les deux points qui sont vraiment importants pour pouvoir faire de l'autoconsommation de manière collective, donc de prime abord, c'est une production d'énergie locale. Et puis, en second plan, c'est une infrastructure électrique, donc une installation électrique qui permet de relier tous les consommateurs à cette source de production d'énergie locale. Pourquoi est-ce qu'on autoconsomme en fait? Quels en sont les bénéfices? Donc tout d'abord, c'est une manière de réduire son impact parce que consommer local pour de l'énergie, c'est la même chose que pour toute denrée. Si on achète ce qui est produit en local, donc si on consomme ce qui est produit en local, on fait fi des frais de transport et donc du coup forcément notre impact va être moindre. Un autre bienfait de l'autoconsommation, c'est de permettre de développer progressivement son indépendance énergétique parce que, à défaut de consommer l'énergie qui vient d'un producteur différent, eh bien, on le source soi-même et donc on devient plus indépendant. Pardon.
Il y a aussi bien sûr les aspects financiers. Donc, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie qui va être, produite localement, qu'on va pouvoir autoconsommer, sera systématiquement moins chère que celle qui est fournie par le gestionnaire de réseau de distribution, donc votre fournisseur d'énergie. Et puis finalement, pour le producteur, donc, on appelle producteur celui qui investit dans la toiture solaire. Ça permet en fait de rentabiliser plus rapidement son installation solaire parce qu'il va pouvoir vendre son énergie qu'il a produite en toiture plus cher au consommateur qu'il le vendrait au gestionnaire de réseau de distribution, au fournisseur d'énergie. Donc en somme, on peut dire qu'autoconsommer, c'est valoriser une installation de production tout en ayant un impact environnemental et financier positif. Je passe maintenant la parole à Caroline qui va vous expliquer un petit peu plus quelles sont les solutions qu'on propose pour autoconsommer. Voilà, effectivement, je prends le relais pour partir dans le détail des solutions qui sont à disposition. Alors aujourd'hui, on a essentiellement deux modèles qui sont à disposition pour faire de l'autoconsommation. Un modèle qui sera essentiellement tourné vers les consommations à un seul bâtiment, qu'on appelle les communautés d'autoconsommation, qui sont souvent abrégées CA. Et puis un deuxième modèle qui est plus approprié pour les consommations sur plusieurs bâtiments. Et celui-ci, c'est le regroupement pour la consommation propre, qui est abrégé RCP souvent. Comme on l'a indiqué ici, en fait, un des éléments qu'il y a et qui peut être important, c'est que ces bâtiments doivent être reliés entre eux. Ceux-ci peuvent être reliés entre eux au travers de ce qu'on appelle un microgrid, qui en somme est un réseau privé qui rassemble plusieurs bâtiments. Ce n'est pas les seules différences qu'il y a entre les deux modèles. On viendra dans les autres différences au slide suivant. Donc ça, ce sont les deux modèles qui existent aujourd'hui et qui sont, on dira, légalement appropriés. Il y a par contre passablement de discussions qui se font pour développer d'autres modèles qui seront à disposition par le futur, mais qui ne le sont pas encore. Le premier élément qui est actuellement en cours de discussion au niveau fédéral, c'est d'étendre les RCP, non pas seulement à plusieurs bâtiments qui seraient contigus et rassemblés, connectés les uns aux autres, mais d'étendre ces RCP potentiellement à la taille d'un quartier, par exemple. Quand on parle quartier, voire même un peu plus que cela, il y a aussi un autre élément qui est en cours de discussion, c'est ce qui s'appelle les communautés électriques locales, qui sont parfois aussi abrégées CEL. Ça, c'est un autre modèle qui est en cours de réflexion. On ne va pas s'arrêter trop même pas du tout sur ces modèles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, même si c'est déjà en cours de discussion, ce sont des modèles qui ne sont pas encore finalisés au niveau des règles et surtout au niveau du support légal pour la mise en place de ces modèles. Je vais revenir du coup sur les deux modèles qui actuellement sont à disposition, la communauté d'autoconsommation et puis le regroupement pour la consommation propre. Comme je le disais avant, en simplifiant, on dit souvent que finalement, ce sont un modèle pour un seul bâtiment et un modèle qui pourrait prendre en compte plusieurs bâtiments. Ça n'est pas la seule différence qu'il y a entre les deux. La toute première différence qui est importante, c'est l'infrastructure, c'est la propriété de l'infrastructure de comptage. Donc, quand on parle d'infrastructure de comptage, on parle bien évidemment des compteurs qui sont là pour décompter l'électricité qui est consommée. Dans le modèle de la communauté d'autoconsommation, l'infrastructure de comptage, elle est propriété du gestionnaire de réseau de distribution d'énergie, qu'on appelle le GRD, donc dans notre cas, par exemple, Romande Énergie. Romande Énergie pose des compteurs et ces compteurs-là sont utilisés pour faire le décompte de consommation. Dans le cadre des regroupements pour la consommation propre, l'infrastructure de comptage est une infrastructure qui est privée.
Donc, elle est mise en place par le propriétaire, alors qu'on parle du propriétaire de l'installation de production. Ça peut être le propriétaire du bâtiment, par exemple, enfin, toute autre personne qui prend la gestion de ce regroupement. Mais c'est une infrastructure qui sera pleinement privée dans ce cas. Au niveau des communautés d'autoconsommation, la recommandation est souvent de le faire pour les bâtiments existants, par exemple, parce que si c'est le regroupement qui est choisi plus tôt, ça impliquera un changement d'infrastructure de comptage, puisque du coup, les compteurs qui auront été mis en place par le GRD dans un premier temps devront être remplacés par une infrastructure privée. Donc, pour un bâtiment existant, la communauté d'autoconsommation peut paraître la plus appropriée la plupart du temps. Mais c'est effectivement un modèle qui peut être utilisé également pour le neuf. La situation s'inverse du coup pour le regroupement parce que là, ça sera probablement plus approprié pour des bâtiments neufs. Mais si c'est ce choix qui est fait, ça peut aussi être mis en place sur des bâtiments existants compte tenu du fait que dans ce cas-là, il faudra remplacer l'infrastructure de comptage. Étant donné ces différences au niveau de l'infrastructure de comptage, il y a un autre élément qui est passablement important comme différence entre les deux, c'est que dans le cadre de la communauté d'autoconsommation, chaque membre d'une communauté va rester un client individuel vis-à-vis du GRD. Ça veut dire que chaque membre est vu séparément des autres par le gestionnaire de réseau de distribution. Dans le cadre d'un regroupement, la situation elle est un petit peu différente. Le gestionnaire de réseau de distribution a un seul compteur, mettons par exemple à l'entrée du bâtiment, et tous les membres qui se trouvent derrière ne sont pas vus par lui. Donc il y aura un seul membre du côté du GRD. Ça implique une chose, ceci, c'est que potentiellement, ce membre-là pourra avoir accès, ou du moins l'agrégation de tous ces membres permet d'avoir accès au marché libre. Alors évidemment, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très intéressant dans la situation actuelle, mais ça l'a été par le passé, ça pourrait très bien l'être par le futur. Donc c'est un élément qui est toujours intéressant à envisager. Du côté des CA, ça n'empêche pas à un client individuellement d'être potentiellement aussi éligible au marché libre et donc de pouvoir acheter son énergie sur le marché libre. Mais par contre, chaque client sera ou pas éligible individuellement. Comme je l'ai mentionné déjà, la communauté d'autoconsommation, en principe, on parle d'un seul bâtiment. Au niveau du regroupement, ça peut être un seul à plusieurs bâtiments, pour autant que ces bâtiments soient rassemblés au travers d'un réseau de type privé. Lié à cela et lié à la propriété de l'infrastructure de comptage, pardon, les communautés d'autoconsommation, elles sont profondément liées au GRD. Donc, un GRD va les proposer que sur sa zone de desserte. Alors, il y a plusieurs GRD qui les proposent. Certains ne le font pas parce que ce n'est pas un modèle qui est obligatoire au regard de la loi. Mais ça restera toujours sur la zone du GRD qui les propose. Au niveau du regroupement pour la consommation propre, là par contre, c'est un modèle qui est indépendant du GRD, donc il pourra être proposé sur l'ensemble du territoire suisse et évidemment sur la zone du GRD lui-même aussi. Le dernier élément qu'on parlera avant de s'arrêter un tout petit peu plus sur la facturation, c'est la manière de gérer ces deux modèles. Au niveau de la communauté d'autoconsommation, c'est un modèle qui peut être souscrit en autogestion ou en gestion clé en main. Alors, quelle est la différence entre les deux? On le verra sur la slide suivante, mais ce sont deux possibilités. Au niveau du regroupement, pour la consommation propre, la gestion en est généralement en clé en main.
Voilà, je vous parlais de la facturation et aussi du lien entre le gestionnaire de réseau de distribution et les différents membres dans les différents modèles. Au niveau de la CA, donc on a deux modèles qui sont en tout cas Romande d'énergie. De notre côté, ça n'est pas le cas nécessairement de tous les gestionnaires de réseau de distribution. De notre côté, on propose la CA sous deux formes. La première en autogestion. Et en autogestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le GRD, il reste toujours lié aux membres d'une communauté d'autoconsommation pour la facturation de l'électricité qui provient du réseau. Donc, cette partie-là va toujours être gérée, par exemple, dans notre cas, par Romande d'énergie, et le membre reçoit une facture distincte pour cette partie-là. À côté de cela, le GRD va envoyer un décompte au responsable de la CA pour tout ce qui est de l'énergie qui a été autoconsommée sur place. Ce responsable-là, ensuite, a la responsabilité, dans le cadre de l'autogestion, de facturer les membres de la CA pour la partie de l'énergie qui aura été autoconsommée. Ça veut dire que chaque membre de la CA va recevoir deux factures distinctes, une pour l'énergie qui aura été consommée depuis le réseau et une qui proviendra du responsable de la CA pour l'énergie qui a été autoconsommée, par exemple, depuis l'installation solaire. Le responsable de la CA, donc, il va se rétribuer lui-même en envoyant et en gérant cette facturation pour l'autoconsommation et pour toute l'énergie excédentaire qui aura été réinjectée sur le réseau du GRD, il sera rétribué par le GRD pour cette partie-là. Dans le cadre d'une CA+, ce qu'on appelle une CA+, donc une CA avec une gestion clé en main, en fait, toute la facturation de la consommation est faite par le GRD. Ça veut dire, dans notre cas, par exemple, que Romande d'énergie va décompter non seulement tout ce qui est toute l'énergie qui a été fournie depuis le réseau de Romande d'énergie, mais va aussi s'occuper de faire toute la calculation et la facturation pour l'autoconsommation. Donc, dans ce cadre-là, on n'a qu'une seule facture qui est émise et elle est émise par Romande d'énergie. Le responsable de la communauté d'autoconsommation, lui, par contre, il va recevoir un remboursement, en fait, ou un flux financier qui correspondra non seulement à toute l'énergie qui a été réinjectée sur le réseau de distribution, mais aussi pour l'énergie qui aura été autoconsommée directement sur place. Et je vais repasser le témoin à Céline pour la suite. Alors, concernant la facturation du regroupement pour la consommation propre, ou RCP, donc à la constitution du regroupement, ça va se passer un peu comme pour la CA, c'est-à-dire qu'on va déterminer un représentant du regroupement qui aura aussi une responsabilité qui est un petit peu plus importante que celui de la communauté d'autoconsommation, parce que lui, il va être vraiment responsable de chacun des membres, de leur approvisionnement en énergie. Cela étant, le représentant a la responsabilité justement donc d'acheminement d'énergie, mais aussi de comptage et de facturation. Le représentant peut décider de faire appel à un autre prestataire pour confier la gestion du RCP. Donc, par gestion, on entend bien évidemment le comptage, le décompte et la facturation, mais il y aura aussi d'autres activités qui englobent le tout, comme par exemple la gestion de l'infrastructure de comptage, parce que c'est aussi important de s'assurer que tout fonctionne et tout roule parfaitement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi une des activités de Romande d'énergie de prendre ce rôle de gestionnaire du RCP. Donc, pour le RCP, tout ce qui concerne la facture de consommation, c'est le gestionnaire, donc Romande d'énergie, qui va adresser directement à chacun des membres du RCP une facture qui comprend aussi bien la consommation de l'énergie autoconsommée que de l'énergie soutirée. Et puis, ça va aussi être la responsabilité de Romande d'énergie que d'effectuer le remboursement pour l'énergie alors qui est produite en toiture et refoulée sur le réseau, aussi bien que celle qui est produite en toiture et autoconsommée au sein du regroupement. Et je repasse le témoin. Ah non, c'est toujours moi, pardon. Et donc, du coup, là, je pense que vous êtes arrivé au moment où vous vous posez la question, quelle solution choisir et qu'est-ce qui me convient le mieux. Donc, si on
si on compare un petit peu les deux solutions, donc la communauté d'autoconsommation d'un côté avec ou sans gestion, ça, ben, voilà, c'est encore une question supplémentaire. Mais si on prend la communauté d'autoconsommation d'un côté et qu'on compare avec le regroupement de la consommation propre, il y a 3 points clés qui vraiment déterminent la différence et qui va déterminer aussi le choix que vous pourrez faire. Donc, la première chose, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai envie d'investir dans l'infrastructure de comptage ou est-ce que je n'ai pas envie d'investir dans l'infrastructure de comptage? Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaitez investir dans l'infrastructure de comptage, en vous disant genre, ben, je m'indépendantise du GRD parce que comme ça, c'est moi qui gère en fait la consommation de tout, enfin c'est moi qui ai accès à la consommation de tout le monde, le GRD ne l'a plus. Ou alors vous pouvez vous dire, ben non, moi je préfère que ce soit le GRD qui garde cette responsabilité-là parce que c'est son savoir et puis il le fait très bien. Donc, il y a ce côté-là, il y a le côté justement indépendantisation vis-à-vis du GRD. Et puis, le troisième grand critère, disons, c'est que, comme l'a dit Caroline avant, la communauté d'autoconsommation peut être ou ne pas être proposée par le GRD. Donc, en l'occurrence, chez Romande Énergie, on le propose sur toute notre zone de desserte, mais il se peut qu'un autre GRD ne le propose pas nécessairement. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va dépendre si le GRD la propose ou pas. Vous pouvez vous orienter vers cette solution ou non. Et finalement, le RCP est disponible sur tout le territoire, peut-être géré par Romande Énergie ou par également d'autres acteurs dans le domaine de l'énergie. Et cette fois, je repasse le témoin à Caroline. Très bien. Alors pour cette dernière partie, on a décrit les différentes solutions qu'il y avait pour se regrouper. On va juste terminer sur un point finalement qui est valable qu'on se regroupe ou qu'on se regroupe pas finalement. C'est comment encore plus autoconsommer au quotidien. Pour partir sur des éléments qui sont peut-être un peu plus simples finalement que les deux modèles qu'on vous a expliqués. Évidemment, l'autoconsommation, ça veut dire essentiellement consommer l'énergie quand elle est produite. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. On part évidemment du principe qu'on est en journée et lorsqu'il fait beau, histoire d'avoir une production solaire qui fonctionne. Et c'est véritablement à ce moment-là qu'il faut essayer de concentrer toute une série de moments de consommation. Par exemple, lancer la machine à laver ou le lave-vaisselle durant la journée plutôt que de le faire la nuit. Habitude qu'on a probablement tous appris au moment où l'énergie était moins chère la nuit. Actuellement, alors ça n'est plus forcément le cas en fonction du modèle qui a été sélectionné, hein, mais lorsqu'on veut autoconsommer, c'est une habitude qu'il faut essayer d'éviter. Donc, lancer les machines à laver ou le lave-vaisselle la journée permet d'autoconsommer directement quand l'énergie est produite. Ça vaut pour d'autres éléments, évidemment. Tout ce qui est recharge est à favoriser aussi pendant la journée. On parle d'ordinateur, de smartphone ou bien des véhicules à recharger. De le faire en journée permettra d'autoconsommer plus. Plus compliqué parfois à mettre en place, plus accessible aux propriétaires, un peu moins aux locataires, de mettre en place des routines au niveau du chauffe-eau ou de la pompe à chaleur pour que l'utilisation se fasse elle aussi en pleine journée et lorsqu'il fait beau. Ou au moins en journée, puisque la météo, on a moins d'influence dessus, mais qu'elle soit faite en journée plutôt qu'au milieu de la nuit. Et puis, évidemment, pour d'autres choses, ce sera le même genre de cas, qu'on parle de bricolage, de jardinage, de plein d'autres éléments qui vont utiliser de l'énergie. Le mieux, c'est de choisir les bons jours où il y a du soleil pour les faire.
Le dernier élément, mais c'est très dépendant finalement d'un calcul de rentabilité qui doit être fait au cas par cas, c'est d'envisager une batterie. Jusqu'à il y a relativement peu de temps, on estimait que l'usage d'une batterie au niveau des maisons n'était pas forcément si rentable que ça. Les nouveaux prix des énergies commencent à changer cela, donc il se peut que dans certains cas, ça devienne intéressant d'utiliser une batterie et du coup de faire ce genre d'acquisition. Voilà, de notre côté, je crois qu'on en a terminé, donc on va pouvoir être là pour répondre aux questions. Merci, merci pour toutes ces précisions et notamment ces petites précisions, on va dire, un petit peu plus faciles à mettre en œuvre à la fin et qui relèvent parfois même presque du bon sens. Vous aviez donc le chat à disposition hein, qui était ouvert tout du long. Je pense que vous avez tout simplement écouté religieusement. On n'a pas eu énormément de questions, donc on va poser les quelques-unes qui sont venues. La première question qui nous a été posée, c'était, donc je la lis telle quelle, hein, donc aucune possibilité pardon, de se sortir du lien avec Romand d'énergie vis-à-vis de la facturation. Ce n'est pas intéressant. Avec l'augmentation des prix, nous voudrions sortir de ce lien et gérer nous-mêmes la consommation. Est-ce quelque chose d'envisageable? Tu veux? Non, je pense que c'est plutôt ça. Très bien. Alors, ça dépend du modèle qu'on prend. Il y aura de toute manière au minimum une personne ou une entité qui va être liée au réseau de distribution et effectivement, de ce côté-là, c'est vrai. Maintenant, dans le cadre d'une communauté d'autoconsommation, tous les membres restent liés. Donc là, effectivement, il n'y a personne qui est indépendant du GRD. Dans le cadre d'une RCP, à ce moment-là, il y aura un seul gestionnaire qui va être lié au GRD et puis le reste des gens sont indépendants. Maintenant, il faut voir qu'on est quand même dans une situation où tant qu'il n'y a pas de 100% d'autoconsommation à 100%, il y a toujours de l'énergie qui provient du réseau de distribution. Donc ce lien, il existe au niveau de la consommation. Il ne peut pas être non plus rompu comme ça. Merci pour la précision. Je Nous crois avons que des Céline voulait bâtiments. compléter. Oui, Ah, Un pardon, instant, pardon. pardon. compléter, disons que la seule manière, si vous voulez vous émanciper du lien que vous avez avec Romand d'énergie en tant que GRD, fournisseur d'énergie, la seule manière serait de constituer un RCP, d'avoir une consommation donc pour l'ensemble du RCP qui est supérieur à 100 000 kWh par année. Et puis ensuite, vous accédez au marché libre de l'énergie. Et sur le marché libre de l'énergie, vous pouvez vous-même décider qui sera votre approvisionneur en énergie, en fait. Ça, c'est la solution, si vous voulez vous émanciper du lien que vous avez avec Romand d'énergie en tant que GRD. Tout en rappelant que à l'heure actuelle, la question du marché libre impose quand même des contraintes financières qui sont assez fortes. C'était pas le cas il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas un calcul très intéressant, notamment si on est simplement motivé par un ras-le-bol général de Romand d'énergie, c'est peut-être pas suffisant C'est tout comme à fait vrai. argument. J'ai une autre question. Nous sommes une entreprise et nous avons un projet d'installation de panneaux solaires de 950 kW crête, ce qui est beaucoup plus que nos besoins en énergie. Techniquement, comment fonctionne le RCP du coup dans ce cas-là? Alors, le RCP, dans ce cas-là, va fonctionner comme tous les autres RCP. Donc, on va mettre en place une infrastructure de comptage qui va permettre justement de redistribuer l'énergie qui sera produite en toiture aux différents consommateurs qui seront à l'intérieur de ce RCP. Et puis, tout ce qui est le supplément de production sera renvoyé dans le réseau et le GRD de la zone rachètera cette énergie excédentaire. Et donc, vous serez rétribué pour toute l'énergie que vous avez produite et que vous avez revendue aux gestionnaires de réseau de distribution. Alors, je ne sais pas si ça permet d'expliquer, si ça répond à vos questions, mais n'hésitez pas à reformuler si tout n'est pas clair.
Oui, on a le temps, il n'y a pas énormément de questions, donc on peut reprendre la même question si jamais ça n'a pas tout à fait répondu. Là, on a une troisième question qui est presque un peu plus liée aux contraintes géographiques. On a vu tout à l'heure que donc la communauté d'autoconsommation, c'était véritablement pour un seul bâtiment. Le RCP, c'était quand il y avait plusieurs bâtiments, mais relativement contigus, et que plus tard, il y avait cette possibilité d'éventuellement, dans le futur, avoir des quartiers entiers. Et là, on a une question qui nous est posée. Nous avons des bâtiments de production dans 2 cantons différents, avec des GRD différents. Un RCP est-il possible pour l'ensemble de nos sites? Alors, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible pour la simple et bonne raison que, indépendamment du fait que les bâtiments sont situés sur des zones de desserte de GRD différents, le RCP, il va dépendre d'une seule introduction, en fait. Par introduction, on entend le contact entre la consommation du client et le réseau électrique du GRD. Donc, ça veut dire que comme la contrainte pour réaliser un RCP, c'est que tout soit lié à une seule introduction, ça veut dire que de toute façon, le RCP sera lié à un seul GRD. Donc, dans ce sens-là, il n'y aurait pas de problème. Si tant est, je vais compléter de ce côté-là, qu'on ait bien un lien entre les bâtiments et qu'il n'y a rien qui passe par le réseau de distribution, en fait. C'est dans la loi, on dira, le principe de l'autoconsommation est dans la loi, dans le sens où pour être considéré comme autoconsommation, il ne faut pas que l'énergie passe par le réseau du gestionnaire de réseau de distribution. À partir du moment où elle passe sur ce réseau-là, ça n'est plus considéré au regard de la loi comme de l'autoconsommation. Alors, ça fait partie des choses qui peuvent changer dans le futur, et c'est le genre de choses qui pourraient permettre de déployer des solutions à plus large échelle, mais pour l'instant, au niveau de la loi, c'est la définition qui est existante. Merci pour la précision. Pour rebondir sur ma question précédente, donc il y a eu une petite précision qui a été donnée. Pour rebondir sur ma question précédente, comment faisons-nous pour créer un RCP? Il faut aller démarcher les voisins, signer des conventions. Techniquement, comment on s'y prend? Une fois qu'on a décidé qu'éventuellement c'est quelque chose pour nous, comment on s'y prend? Alors, je peux parler pour la CA en tout premier, et puis ensuite je passerai pour la RCP, parce que je crois que c'était surtout pour la RCP. Oui. Au niveau de la CA, en tout cas, il y a eu un élément qui a été, qui a été qui a été clarifié très clairement par l'ELCOM il y a déjà 1 an et demi, c'est que tous les membres doivent être d'accord de rentrer dans la CA. C'est une règle de droit privé, en fait, c'est une règle contractuelle de base, c'est que le système qui ne dit mot consent ne fonctionne pas. Il faut avoir accepté concrètement de rentrer dans une communauté. Et je crois qu'au niveau des RCP, c'est pareil. Oui, absolument. Donc, pour le RCP, en fait, ce qu'il faut faire, c'est obtenir le consentement explicite de chacun des membres. Donc, concrètement, si c'est sur la zone de dessert de rendement d'énergie, on va vous fournir un formulaire qui va permettre, en fait, de récolter toutes les signatures des futurs membres du RCP, en indiquant aussi bien qui sera le représentant de ce RCP. Et donc, il faudra faire une annonce formelle auprès du GRD. Et ensuite, le GRD prendra acte de la constitution du RCP et, en somme, transférera sa responsabilité d'acheminement énergétique des membres du RCP sur le représentant du RCP. Voilà. Donc la première étape, quand on est un immeuble avec une fort potentiel d'autoconsommation, c'est d'abord peut-être d'aller voir ses voisins, voir s'il y en a plusieurs qui sont motivés, parce que s'il y a un blocage, on s'arrête déjà là, donc hein, c'est ça. Voilà, techniquement, si on est un immeuble, il y a déjà souvent plusieurs consommateurs au sein de l'immeuble. Donc ça, c'est déjà la première étape. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un consentement explicite de chacun des membres. Après, ça n'empêche pas de mettre en place un système dans le cadre des communautés d'autoconsommation. Ça peut arriver d'avoir des dissidents.
Ça veut dire des gens qui finalement ne vont pas autoconsommer et qui gardent simplement un lien avec le GRD sans profiter de l'autoconsommation locale. Ça n'empêche pas les autres de profiter de cette autoconsommation et de mettre en place une communauté. C'est une précision effectivement assez importante. Au-delà de l'aspect donc de RCP ou de CA, il y a la partie autoconsommation. On a une question puisque Caroline évoquait les batteries. Il y a une question qui revient sur les voitures électriques et notamment la charge bidirectionnelle qui se développe de plus en plus sur les voitures actuelles. Est-ce que ça pourrait servir justement de batterie de stockage dans le cadre où on chargerait et on profiterait finalement des pics de consommation, des pics de production, pardon, avec un véhicule branché sur le réseau à ce moment-là pour pomper et puis la nuit pour redistribuer. Alors techniquement, oui, c'est possible. C'est des modèles qui sont encore relativement rares parce qu'il y a relativement peu de modèles de véhicules qui le permettent, sauf erreur. Mais en théorie, oui, c'est une des possibilités d'avoir une batterie intégrée au réseau, tout à fait. Et puis, une dernière question qui nous est arrivée, j'en vois même encore une autre. Est-ce juste de dire qu'une communauté d'autoconsommation n'est pas égalitaire dans le sens que celui qui rentre le soir n'aura plus rien à autoconsommer car ses voisins présents la journée auront tout consommé avant lui? Le Alors, pauvre. c'est pas exactement comme ça que se passe la consommation. C'est pas une question que tout le monde a consommé avant lui. Alors, dans le cas où on a une batterie, ça pourrait être le cas. Mais dans l'absence de batterie, ce qui est quand même la majeure partie des cas aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être sur place quand il y a la production, parce que c'est là que va se passer la consommation. Si on arrive le soir et qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de production, donc il n'y aura plus d'autoconsommation non plus. Donc effectivement, si on veut le voir comme ça, peut-être oui, dans tous les cas, même en autoconsommant relativement peu et en le faisant que certains jours de la semaine, ça va être un bénéfice pour tout un chacun parce que toute cette autoconsommation qui arrivera va se faire avec un tarif qui n'aura pas les coûts du réseau. Donc, ça sera un tarif qui sera préférentiel par rapport à ce qui serait soutiré du réseau. Après, oui, mais c'est le cas même en autoconsommation globale de quelqu'un qui est directement la seule personne reliée à ces panneaux solaires. Si ces panneaux solaires produisent à un moment où il n'est pas à domicile pour en bénéficier, l'autoconsommation va être moindre. Donc le bénéfice de cette autoconsommation va être moindre aussi. Donc cette personne qui rentre le soir après sa longue journée de travail, elle aura toujours de quoi faire tourner ses plaques à induction et sa machine à laver. Simplement, la journée, les autres auront fait baisser la moyenne de prix pour la CA et lui, le soir, fera monter la moyenne finalement parce qu'il consommera ce qui n'est pas produit. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Alors, il faut aussi comprendre que lui va soutirer directement du réseau, donc il aura les tarifs du réseau et que les autres auront du coup plus profité que lui dans la journée de tarifs préférentiels. Oui, parce qu'il n'y a pas de report de la consommation sur une moyenne générale de la communauté. C'est vraiment en fonction de qui consomme quand. Très bien. On a une question qui concerne les compteurs intelligents. Avez-vous des nouvelles concernant les délais des compteurs intelligents? Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à cet aspect-là parce que ça fait peut-être appel à un autre service chez nous, mais en tout cas, ces compteurs me semblent nécessaires pour ces communautés d'autoconsommation, si j'ai bien compris. En gros, est-ce qu'une communauté d'autoconsommation fonctionne avec un compteur classique ou est-ce qu'on doit forcément passer par des compteurs intelligents? Ce sont des compteurs intelligents qui sont mis en place, mais malheureusement, je ne peux pas en dire plus que cela de mon côté pour l'instant. Mais on peut prendre la question et investiguer un petit peu plus. En termes de délai, il y a ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des plans de déploiement et que ces plans de déploiement sont de toute façon mis en place indépendamment de la constitution ou non de communautés d'autoconsommation, mais que si une communauté d'autoconsommation est mise en place, automatiquement, il rentre dans le plan de déploiement de ces smart meters. Avec effectivement un certain nombre de contraintes, que ce soit des contraintes d'approvisionnement, des contraintes techniques qui font que, voilà, sauf erreur, je crois que on a jusqu'à 2027 pour pouvoir équiper l'ensemble de nos clients de ce type de compteur. Donc, Mhm.
Le déploiement, on va dire, suit son cours. Si jamais vous avez une question un petit peu plus précise là-dessus, je vous invite à la poser tout simplement à notre service client qui pourra, lui, vous orienter vers la bonne équipe en charge de ce déploiement. Vous pouvez contacter en utilisant l'adresse info@romande-energie.ch. Comme l'ensemble des questions que vous vous posez d'ailleurs, ce seront les personnes les mieux placées pour dispatcher ça vers les différents experts. Sauf erreur, je ne vois pas d'autres questions. On a fait les 45 minutes contractuelles. J'ai envie de dire que vous avez rempli votre job, mesdames. Si vous avez d'autres questions, profitez-en vite, vite, vite pendant qu'on fait, pendant qu'on on fait la fermeture de ce webinaire. Dans tous les cas, on reste toujours à disposition, hein, donc soit par l'adresse de notre call center, notre service client, qui pourra ensuite redispatcher. C'est peut-être le plus simple pour contacter sur la question de RCP, sauf erreur, hein. Oui. On va utiliser cette adresse-là, donc info@romande-energie.ch. Je vous rappelle que ce webinaire était enregistré, que vous avez reçu dans le chat, vous avez peut-être vu passer un petit sondage, juste pour, voilà, pour savoir un petit peu si ça a répondu à vos questions et puis pour qu'on s'améliore de webinaire en webinaire, n'hésitez pas à répondre, ça prend 1 minute. On va vous envoyer donc cet après-midi encore, si la technique ne pose pas de problème, on va vous envoyer encore cet après-midi le replay du webinaire. Et puis, surtout, on vous donnera rendez-vous en 2023 pour un prochain webinaire. Ça sera au mois de février. On va faire une petite pause en janvier parce que le 1er jeudi du mois de janvier, je pense que pas grand monde sera disponible pour un webinaire. Vous serez tous plus ou moins en vacances. Donc, on se retrouve au mois de février. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci encore Caroline et Céline pour ces explications. Et puis, le chat reste ouvert quelques instants encore si vous avez une question de dernière minute auquel on pourra répondre éventuellement par écrit. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est le moment d'arrêter l'enregistrement.